à vous toutes et à vous tous, bienvenue dans ce nouveau talk ce soir avec un format un peu particulier parce que je vous ai réservé une petite surprise. Je n'ai pas forcément un invité qui va m'accompagner dans ce live ce soir, mais j'avais envie de revenir sur un événement auquel j'ai eu le plaisir d'être invitée par les organisatrices Martine Seigneur, attachée de presse et fondatrice de Toutes les étoiles en parlent, mais aussi par Francette de l'association Lune Soleil, pour participer bien justement à une journée conférence dédicace de Philippe Ferrer et Laurent-Jacques Costa. Alors ça s'est passé à la salle des fêtes de Montignac-Lascaux en Dordogne le 15 juin dernier, donc c'est assez récent et je voulais vous restituer un petit peu ce qui s'est passé durant cette journée. Alors c'était vraiment une journée incroyable, passionnante pour découvrir des auteurs hauts en couleur forcément. C'est Philippe Ferrer qui a ouvert le bal avec sa conférence pour nous raconter la manière dont il est entré dans ce monde de la spiritualité, dans ce monde de l'au-delà, de la médiumnité, puisqu'en effet, c'est depuis la perte de sa femme, Marie-Paul, que tout s'enchaîne à vitesse grand V pour lui. Il fera bien sûr l'expérience de l'au-delà par l'intermédiaire de médiums qui lui transmettront des messages de Marie-Paul, mais il va aussi expérimenter d'autres approches, comme par exemple l'écriture automatique, il y aura des soirées Ouija, etc., avec plein d'autres techniques qui permettront justement d'alimenter encore ces échanges avec Marie-Paul. Il évoque aussi dans sa conférence sa rencontre avec Laurent Jacques et leur complicité pour écrire justement leur premier livre, Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire, paru aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Dans l'après-midi, eh bien, c'est au tour de Laurent Jacques. C'est lui qui monte au créneau pour une conférence plus ancrée cette fois-ci. On est moins dans le monde de la spiritualité, quoique Laurent Jacques va nous parler en effet de la conscience et plus précisément de la survivance ou non, il fallait être là pour le savoir, de la personnalité de la conscience. Toute une thématique également abordée dans son livre Le scientifique face à l'invisible, paru aux éditions Très Daniel et coécrit avec Philippe Ferrer. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout de suite l'interview de Philippe Ferrer et Laurent-Jacques Costa. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Talk by chez Luna. Je suis en bonne compagnie aujourd'hui, bien encadrée avec Laurent-Jacques Costa et Philippe Ferrer pour une journée dédicace, une conférence, mais autour des livres des deux invités aujourd'hui. On est à Montignac-Lescaut, ça dure toute la journée, je crois, jusqu'à 15h, 17h à peu près les conférences. Et On a le temps. 18h, Vous avez encore le temps. Si vous n'êtes pas loin, vous avez encore le temps de venir nous rejoindre. Déjà, il y a une partie de conférence qui a eu lieu avec toi ce matin, Philippe. Je voudrais revenir un petit peu dessus rapidement, puisque tu es passé au premier, donc en conférence. On a beaucoup, enfin, j'ai beaucoup entendu ce matin que Laurent Jacques avait un peu déteint sur toi parce qu'il avait amené justement certains cadre, une certaine logique, etc. Et inversement aussi, tu avais un petit peu l'éteint sur Laurent Jacques, qui lui a lâché un peu de lest aussi, un peu avancé dans ses croyances. Et donc, dans ton cas, toi, est-ce que justement, le fait d'avoir ramené un petit peu de cadre dans la spiritualité, ce qui est un petit peu bizarre à dire, est-ce que du coup, ça t'a pas fait lâcher aussi certaines choses, peut-être auxquelles tu croyais avant, et que finalement, Laurent Jacques t'a dit, bah non, regarde, ça c'est du fake, voilà, où il y a des choses. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont produites aussi? Bah, c'est clair. De toute façon, on est hyper complémentaires, Laurent Jacques et moi. Comme tu as dit, Laurent Jacques m'a apporté du cadre, de l'ordre aussi. En fait, c'est surtout de l'ordre dans les pensées. Parce que quand on vit des choses extraordinaires, quand on côtoie des gens qui ont côtoyé l'invisible, moi, ma première réaction, évidemment, c'est toujours waouh, super, j'ai l'impression de rencontrer des super-héros. Laurent Jacques est toujours plus mesuré. Laurent Jacques, oui, d'accord, mais à quoi il se connecte? Est-ce qu'il a dit
tu l'as pas entendu un petit peu avant, tu lui as pas parlé un petit peu. Voilà. Il y a toujours, quand même, une espèce de petit bémol, quelque chose qui va il est très prudent, et moi, il m'apporte cette prudence aussi. Je suis plus comme un chien fou à aller, voilà, complètement, à croire à n'importe quoi. Bon, je l'ai jamais vraiment été, mais quand même, il apporte de l'or et il structure les pensées. Moi, ça va un petit peu dans tous les sens. J'ai un vélo, j'ai le Tour de France dans ma tête. Voilà. Et Laurent Jacques, je pense que c'est plus le même Laurent Jacques il y a c'est plus du tout le même. Et il a maintenant, même quand je dis je rencontre des gens qui pourraient, qui a 3 ans, il aurait qualifié de super perché. Euh, Maintenant, il s'interroge et il se dit pourquoi pas. Voilà. C'est une grosse différence, une différence énorme. Maintenant, il l'écoute et il va aller plus loin aussi pour savoir justement à quoi il est relié, à quoi il se connecte, ce qu'il a vécu. Est-ce qu'il n'y a pas eu de est-ce que il a vraiment vécu la sincérité? Il met un petit peu de doute, mais en même temps, il s'interroge et il va plus loin. Donc un bon duo complémentaire. Complètement. Et du coup, toi, Laurent Jacques, qu'est-ce que ça te fait maintenant d'être en tant que cartésien, de scientifique, d'entrer dans l'univers finalement de Philippe et de te retrouver, par exemple aujourd'hui, en conférence comme ça, dans ce monde qui à la base n'était pas le tien? Ça te fait quelle impression? Tu pensais un jour atterrir ici? Alors, non, je ne pensais pas du tout atterrir ici, ça c'est sûr et certain. Après, je suis quelqu'un de curieux. Donc, à partir du moment où ma curiosité est excitée par des témoignages, par des expériences, puisqu'avec Philippe, depuis 3 ans, on arpente la France, on va à beaucoup de médiumnité en salle, on va rencontrer des guérisseurs, on va à la rencontre des gens. Donc, à partir du moment où je constate qu'il y a des choses qui existent, ou en tout cas, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans le même sens, je me pose des questions. Après, il a raison, Philippe. Mettre de l'ordre, le doute peut être très constructif. Je pars du principe que rien n'est illogique, qu'il y a forcément de la cohérence. C'est peut-être pas la logique, la cohérence que l'on attend de prime abord, celle qu'on a apprise à l'université ou autre, mais il y a forcément de la logique et de la cohérence dans toute chose. Et donc, ce que j'essaye de faire, Philippe, c'est mon guide. Donc voilà, c'est quelque part, c'est mon guide dans la mesure où il nage dans ce milieu comme un poisson. Donc, il a énormément de contacts. Donc, avec lui, c'est très facile pour moi d'aller à la rencontre de ces gens-là, de ce milieu. Après, j'écoute, j'entends, je classe, j'essaie de réfléchir à la logique des choses. Je ne crois pas en tout, mais c'est normal. Je ne prends pas pour argent comptant ce qu'on me raconte. Je le faisais pas déjà avec la science. C'est-à-dire que les modèles qu'on m'impose, j'ai toujours appris à les discuter, à les remettre en question, parce que sinon on n'avance plus. Voilà. Comme j'ai dit ce matin, Claude Bernard disait, c'est ce qu'on croit savoir qui nous empêche d'apprendre. Et c'est vrai. Donc il faut toujours garder un doute constructif pour pouvoir progresser, quitte à remettre en question des choses qu'on a cru acquises et qui, tout compte fait, ne le sont pas. Oui, aussi pareil. À l'image en spiritualité, on dirait qu'il faut toujours vider sa coupe avant de vouloir la remplir. De nouvelles connaissances, ça marche aussi. Ouais, déconstruire. Mais c'est ce que d'ailleurs, c'est désapprendre. C'est un petit peu la conférence que je vais faire tout à l'heure. Je vais vraiment insister sur la nécessité de déconstruire pour pouvoir reconstruire, et notamment reconstruire chacun en accord avec lui-même. C'est aussi important, c'est une dimension très importante. C'est-à-dire que certes, la science se doit d'expliquer le monde et c'est du coup la place qu'on occupe dans ce monde, mais chacun de nous a aussi à découvrir sa place et à expliquer son monde. Et c'est vraiment ne pas oublier ça. C'est important parce que sinon on est complètement dépossédé. Et c'est pas le but. Voilà.
Ça m'avance. On a parlé beaucoup ce matin de l'au-delà, de la mort, etc. À travers le départ ici. Avec toutes les rencontres que tu as faites depuis le départ de Marie-Paul, les personnes, les médiums et autres que tu as reçus dans tes émissions, que tu as pu rencontrer dans les salons, ça a changé sûrement ta perception finalement de l'au-delà et de la mort. Comment tu le ressens aussi? Comment tu te places finalement par rapport à cette transition, j'appellerais ça pas une fin, à cette transition qui est inéluctable pour tout être humain face à la mort finalement? Enfin, est-ce que ton ressenti a changé par rapport à avant? Enfin, Disons que je n'ai plus peur de la mort en elle-même. Je suis persuadé à 99,999999% qu'il y a un après. Il y a toujours ce 0,0000001% de doute, mais je mets des zéros en plus tous les jours. Voilà. Peut-être que j'en ai besoin de ce petit doute pour activer ma curiosité, pour faire ce que je fais la même chose que toi, pour pouvoir poser des questions et m'interroger. Mais moi, évidemment, j'aime peut-être encore plus la vie terrestre, la vie matérielle. Oui, j'adore ma vie sur Terre. Ça te fait apprécier davantage Ça me la fait vie, d'accord? complètement. Le fait de savoir qu'il y a un au-delà. Et oui, de savoir que qu'on va tous y passer un jour, évidemment, mais que tout n'est pas fini et que ce qu'on fait aussi sur Terre va normalement servir peut-être aussi à s'améliorer et continuer le chemin une fois décorporé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tout ce qu'on me dit me fait tendre vers cette hypothèse. Donc cette croyance. J'ai envie d'y croire, en tout cas. C'est peut-être mon ego, c'est parce que j'ai envie de ne pas travailler pour rien sur Terre, mais je le fais toujours avec plaisir. Tout ce que je fais, c'est toujours pour le plaisir. C'est, comme je disais à la conférence aussi, ce qui m'anime, moi, c'est la joie et l'enthousiasme. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai l'impression d'avoir cette relation avec l'au-delà, avec la joie et l'enthousiasme. Et la vie, je l'aime profondément. La vie terrestre. Ouais. C'est déjà bien, on peut encore en profiter aujourd'hui. Ah oui. J'ai une dernière question parce que je sais que c'est bientôt l'heure de ta conférence aussi cet après-midi. Peut-être pour toi, parler ce matin, j'ai entendu une petite anecdote dans ta conférence qui était très marrante avec l'histoire du verre. Qui est venu justement pour savoir on était en séance de médiumnité, vous avez utilisé le verre avec c'est un pseudo Ouija mais voilà fait maison et à un moment donné la question était de savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui jette ouvre le verre et aller directement contacter Laurent Lac du doigt. Quand tu as vécu ce moment-là par exemple, ce moment où il faut justement que tu sois dans la partialité de dire je vois, je constate, maintenant, mon cerveau cartésien, lui, il veut comprendre. Comment est-ce que tu entreprends cette démarche-là? Parce que t'as beau regarder sous la table, voilà, il y a... Non, c'est Comment pas. tu ressens cette extrême humiliation? Mais non, c'est pas du tout. Alors, je l'ai très bien vécu parce qu'il y avait deux choses devant moi que je n'arrivais pas à expliquer. Et donc, du coup, j'étais comme un môme. L'excitation était à son paroxysme. D'abord, il y avait le verre qui bougeait. Il bougeait très, très vite. Et je voyais bien qu'il bougeait. J'arrivais pas à expliquer comment il bougeait. Il bougeait presque de lui-même. En tout cas, il bougeait, oui. Et c'était pas nous qui le poussions, personne ne le poussait. Donc déjà, j'étais vraiment intrigué par ça. Et ensuite, on était 9. Et il y avait effectivement quelqu'un à l'époque. Je venais juste de rencontrer Philippe. Je ne croyais vraiment en rien. Et donc, s'il y avait quelqu'un qui était intrus autour de la table, c'était bien moi. Et le verre s'est pas trompé. Il m'a désigné direct. Et donc, du coup, je me suis dit, non seulement il bouge tout seul, mais sur ce coup-là, une chance sur 9, et donc ça m'a amusé en fait. Il serait trompé, et je me serais dit bon, c'est des conneries. Mais du coup, comme il s'est pas trompé, je me suis dit voilà, c'est plutôt ok. Donc non, au contraire, c'est ce genre d'événement. Il y en a d'autres qui m'ont vraiment activé ma curiosité, m'ont boosté. Alors, je remarque qu'il y a du chemin encore à faire parce que c'est le verre, c'est pas trompé, c'est pas l'esprit qui guide le verre, c'est pas trompé. Donc, il y a encore du chemin. C'est pour rire. En fait, il va encore plus loin.
c'est le verre qui est vivant. Pas du tout. Par contre, dans ce qu'il a évoqué du monde de l'au-delà, on a encore beaucoup de discussions parce que je trouve, mais c'est pour ça que je l'adore, enfin, Philippe, c'est que il s'émerveille très très vite, oui. Et très très vite, il va dans des interprétations qui sont très out of space, assez déconnectées de la réalité, et que moi derrière j'ai l'impression de ramer avec mon esprit cartésien, mais c'est le jeu entre nous, et lui dire ouais, toi tu vas direct à cette interprétation, mais il y en a plein d'autres de possibles. J'étudie beaucoup le bouddhisme, un certain nombre d'approches philosophiques qui amènent d'autres manières d'interpréter le monde, y compris le monde de l'au-delà. Et donc, moi, j'aurais jamais répondu ce qu'il a répondu. C'est-à-dire une croyance tout de suite dans presque un monde de défunts. Aujourd'hui, alors que je sais que le monde invisible existe, je sais qu'une partie de l'énergie qui me compose et de l'énergie consciente, je dis bien consciente, donc c'est plus que de l'énergie, survit à la mort du corps biologique. Je sais même que la conscience n'est pas dans le corps biologique, elle est en partie dedans et en partie extérieure. Mais pour autant, je ne m'imagine pas deux mondes comme les Grecs anciens le pensaient ou comme Philippe un petit peu le pense, c'est-à-dire le monde des vivants et puis le monde de l'au-delà. Je pense que c'est plus compliqué que ça. On a des discussions. Donc on a beaucoup de discussions. Moi, je suis plus dans une interprétation multidimensionnelle de l'existence. Et donc, c'est dans cette dans ces multidimensions qu'une partie survit. Voilà. Voilà. Donc, j'essaye de mettre, encore une fois, de construire des arguments logiques en fonction des données. Enfin, je peux me tromper. Voilà. Mais on avance. Ça, c'est pas grave de se tromper, hein. C'est pas grave. En tout cas, très beau duo, tous les deux. Complété très bien. Merci. Et voilà pour cette courte interview de Philippe Ferrer de la chaîne On ne vous demande pas d'y croire et Laurent-Jacques Costa à l'occasion de leur journée conférence dédicace autour de leur livre Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire et le scientifique face à l'invisible qu'ils ont donc écrit à 4 mains. Je vous propose maintenant de découvrir quelques morceaux choisis des conférences justement de Philippe et Laurent Jacques. Et en bonus, puisque vous avez été sages, je vous propose aussi de retrouver en fin de vidéo un extrait de l'intervention phénoménale, j'ai envie de dire vraiment parce que c'était un moment de partage très intense de Stéphane Hérault, qui est coach de vie, conférencier international, enseignant en spiritualité, yoga et méditation. Il a écrit récemment un livre intitulé « Les 4 sagesses du yoga » paru aux éditions Le Duc. Stéphane est un personnage passionnant et passionné. C'est pourquoi vous le retrouverez bientôt sur le talk puisque je l'ai invité à nous rejoindre pour parler justement de ces sagesses qui nourrissent notre âme bien plus parfois que la pratique posturale du yoga lui-même. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description de cette vidéo si vous voulez bien accéder directement au chapitrage de cette interview, de cette vidéo. Je vous laisse bien sûr en compagnie de Laurent Jacques, de Philippe et de Stéphane. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau talk. Bye tout le monde. Donc, je vais vous parler un petit peu de moi, de ce qui m'est arrivé pour que je puisse arriver jusqu'à vous et monter ma chaîne. Je ne sais pas si vous connaissez ma chaîne qui s'appelle On ne vous demande pas d'y croire, chaîne YouTube. Et pour faire cette chaîne, j'ai fait un parcours on va partir de quand j'étais petit et vous allez comprendre un petit peu ce chemin. Alors donc, moi je m'appelle Philippe Ferrer et puis quand j'étais très petit, j'ai eu ma première réflexion existentielle. Et je m'en suis rappelé quand on a écrit avec Laurent Jacques, on a écrit notre premier livre Parce qu'on ne vous demande pas d'y croire. Alors ma première réflexion, j'avais peut-être 3 ans ou 4 ans peut-être. J'étais à la maternelle, ça c'est sûr. Je me suis dit, j'aimerais être grand pour pouvoir voir quelque chose. Voir quelque chose. Mais dans ma tête, je me souviens comment je le pensais. Je me disais,
faudrait que je devienne plus grand pour pouvoir y voir clair, voir quelque chose en meilleure définition. Et plus je grandissais, je gardais cette réflexion, je me disais, ah non, c'est toujours pareil. J'avais l'impression d'être dans un corps limité, comme si je ne voyais pas assez bien, je ne percevais pas assez bien les choses. C'était très bizarre comme impression. Et tous les ans, je me disais c'est la même chose. Comme si mon corps, c'était une caméra. C'était, voilà, j'ai l'impression de me voir mal, voilà. Et donc, j'ai gardé cette réflexion tous les ans. Tous les ans, je me disais, est-ce que je vois mieux maintenant? Est-ce que je vois mieux? Et non, c'était toujours pareil. J'ai 57 ans maintenant et je vois toujours pareil. J'ai l'impression d'être comme mon corps et mon esprit dans une caméra. Le jour de l'enterrement de Marie-Paul, évidemment, je suis effondré. Et il y a une dame qui vient me voir, que je ne connais ni d'elle ni d'Adam, je ne la connais pas. Elle vient me voir, elle me fait, Philippe, je ne sais pas si tu y crois, mais j'ai vu Marie-Paul s'élever, partir très très énervée dans la lumière, et elle me parle de libellule. Bon, c'était peut-être pas le jour, mais en même temps j'étais rassuré de ce qu'elle me disait quand même, parce que j'avais toujours espoir en une vie après la vie. Et cette dame, elle me dit, si tu veux continuer à discuter avec Marie-Paul, appelle-moi, envoie-moi, voilà, soyons amis sur Facebook et communiquons par Messenger. Et évidemment, c'est ce que je vais faire. Et toute la nuit, je communique avec ma femme, par l'intermédiaire évidemment de cette médium. Très compliqué, j'ai du mal à savoir tous les messages que j'ai reçus, mais ça m'a fait un bien fou. J'avais vraiment l'impression de parler avec Marie-Paul. Et j'ai pris la décision, quelques jours après, et c'était assez rapide, de tout changer chez moi. Je venais d'adopter un petit garçon qui avait à l'époque 2 ans et demi. Et on venait d'adopter, parce que c'était avec Marie-Paul, il avait 2 ans et demi. Et je voulais surtout pas lui faire subir ma peine, mes angoisses, etc. Et j'avais décidé de tout changer chez moi. Mais tout changer même de ma façon d'être. C'est-à-dire que je dormais du côté gauche, je dors du côté droit. Et j'ai ma maison, je voulais surtout pas avoir des souvenirs de Marie-Paul. Je voulais pas avoir de mausolée, je voulais repartir de zéro. Donc j'ai repeint les murs, changé mes meubles, ma maison, mon appartement ne ressemblait plus du tout. À partir de là, c'est devenu Euro Disney de la spiritualité chez moi. Parce que ma cousine Germaine, la personne en qui j'ai le plus confiance dans ma vie, se met à faire de l'écriture automatique. Mais alors elle se met à faire de l'écriture automatique, c'était un jeu. Elle s'amusait, elle ne croyait pas y arriver. Et puis on commence à communiquer avec Marie-Paul, justement. Mon cousin, pareil, une des personnes en qui j'ai le plus confiance, dit, mais Maria, j'y arrive à faire l'écriture automatique. Puis il avait perdu sa maman quelques mois avant. Il dit, moi, il faut que j'essaye. Et il y arrive aussi. Ça fait qu'on se retrouvait à faire des séances d'écriture automatique avec ma cousine et mon cousin, les personnes en qui j'ai le plus confiance. Et incroyable, c'était incroyable. Donc, je discutais avec des défunts de notre famille, parce qu'on était vraiment en famille. J'étais peut-être à 60 000 abonnés maintenant. T'as un petit peu voir 40 000. Oui, 40 000 abonnés, je suis un peu marseillais aussi. Et raconte un petit peu les circonstances de notre rencontre, parce que ça aussi, c'est très bizarre. Oui, alors, bon, en fait, moi, je ne suis pas du tout, au départ, je ne suis pas du tout, je ne crois pas en Dieu, les fantômes, je n'y crois pas non plus. Je suis quelqu'un qui est extrêmement pragmatique, extrêmement cartésien, et j'ai à peu près la spiritualité zéro, on va dire ça. Et donc, par contre, alors, j'étais archéologue, préhistorien en fait. Et j'ai travaillé, ici je suis venu en 93-94 du côté de Kretz. On fouillait du Néandertal, 250 000 ans avant Jésus-Christ,
très monumental. Voilà, j'ai connu un petit peu la région, j'ai eu la chance de découvrir Lascaux, la vraie Lascaux, donc dans ces années-là. Et puis après, j'ai fait mon doctorat, j'ai également eu la chance de travailler avec Yves Coppens. Moi, j'ai fait mon doctorat sur les premiers peuplements en Méditerranée. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur les premières sociétés humaines, et avec Yves Coppens aussi sur les premiers hominidés. Voilà. Donc il y a des passions qui nous sommes, pour vient. Mais cette interrogation, je pensais que la science, enfin j'ai épousé la science, j'ai cru que la science allait m'expliquer d'où on venait. Alors, vous savez, le chiffrement quand le sein, l'homme, tout ça. Et donc, et puis en 2006, j'ai quitté le CNRS pour différentes raisons, et puis je me suis mis à écrire des documentaires pour la télé. Et donc depuis 2006, je vis de cette écriture-là. Donc ça m'a permis de voir plein de choses, de découvrir plein de sujets, de gagner plus d'argent que si j'étais resté au CNRS, je m'en savais. Voilà. Et quand je rencontre Philippe, en fait, c'est parce que j'ai un ami producteur qui me dit « J'aimerais bien faire un sujet sur les EMI ». Donc, expérience de mort imminente. Moi, j'y connais rien. Et puis, il me dit « Écoute, regarde un petit peu, il y a peut-être des choses à faire là-dedans, tu sais, il m'explique. » Donc, moi, je rigole. Je commence à lire Moody, Charbonnier. Je me dis « Waouh !» Et je vais voir ce producteur en lui disant « Attends, on ne va pas faire ça. Tu vois pas la mise en image, le sujet est hyper casse-gueule, tu veux faire quoi? Que des témoignages de gens qui ont raconté des trucs barrés. Il me dit, donc on commence à discuter, à l'époque, j'appelle le professeur Lauré, neuroscientifique, l'un des plus célèbres en Belgique, qui lui me dit qu'il veut bien participer au documentaire, mais que si on a une approche qui justement démontre que les EMI, c'est de l'hallucination, c'est le produit du... Voilà. Donc, et on a un ami en commun, Cyril Claus, on va le citer, qui est très dans la spiritualité, mais je ne le sais pas en fait, parce que ce n'est pas des choses dont on parle de tout et rien, mais voilà, comme je ne suis pas branché là-dessus, on n'a jamais vraiment évoqué la chose. Et Cyril me présente, me dit, écoute, si tu t'intéresses aux EMI, moi je connais une fille qui a fait des EMI, et notamment une grosse EMI quand elle avait 13 ans. Et si tu veux, on organise un déjeuner. Et cette fille, c'est Vanina Cherinsky. Pour ceux qui connaissent la chaîne de Philippe, donc aujourd'hui elle est médium, et c'est effectivement quelqu'un qui s'est électrocuté quand elle avait 13 ans et qui est sorti de son corps. C'est celle que j'avais rencontrée aussi quand j'ai été embauché à France 3. Elle est devenue chroniqueuse d'art, et moi chroniqueur musique, et on avait lié une amitié, et on est toujours amitié. On va dire, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. Et j'ai dit, ok, mais il y a beaucoup de barrés comme ça autour de toi qui racontent des choses. Il était un petit peu hautain aussi. Non, hautain, c'est pas le terme. Très sympa, mais hautain. C'est le terme. Non, disons que j'étais... Il regardait... Donc vous étiez des Qu'est-ce qu'il me raconte? Ça lui arrive encore des fois sur certaines choses. Ah, plein. Mais par contre, je sais pourquoi je le fais. Non, parce que des fois, vous partez à 10 minutes. Voilà, c'est out of space. Et donc, je ne peux pas vous suivre comme ça. Il faut que je mette un petit peu de logique et de cohérence avant de vous suivre. Là, il y a plein de choses qu'il a dites. Je serais intervenu. Par exemple, il. Quand tu dis ils ont rangé il. C'est qui il? Sérieux, c'est qui il? En courant scientifique, on ne peut pas parler comme ça. Et il y a plusieurs, sérieusement, il y a plusieurs possibilités, y compris en acceptant les mondes invisibles. Le il en question, c'est quoi? C'est des anges, c'est des gens supérieurs, c'est des parties de soi-même. On peut commencer, on discutera de ça cet après-midi, de manière un peu cohérente, logique. Parce que c'est ça qui est intéressant. Oui. Donc, mais je ne peux pas me refaire. Moi, je suis quelqu'un qui a été formé à l'université française. J'ai été formé à... Alors, je suis très curieux, d'accord? Je suis prêt à accepter tout. Mais il faut mettre de la cohérence et de la logique dans le raisonnement. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, ce qui est intéressant, c'est quand on se pose la question, lorsque la vague s'élève, est-ce qu'elle enlève de l'eau à l'océan? Et quand elle retourne à l'océan, est-ce qu'elle rajoute de l'eau?
Elle est océan. C'est-à-dire qu'il y a un monde phénoménal qui est la conscience, et puis après, elle va prendre des formes. Mais tout ça, ça veut dire que qu'est-ce qui crée la forme? Eh oui, qu'est-ce qui crée la forme? Donc si vous prenez l'océan, ce qui crée la forme, c'est la modulation. D'accord? Et là, à un moment donné, il y a une vague qui s'élève, mais il y en a une autre à côté, une autre à côté, une autre à côté, une autre à côté. Et quand elle retourne, les autres s'arrêtent aussi. Mais plus loin, il y en a encore une autre. Donc dans la conscience universelle, supérieure, il y a des multiples formes qui prend. Maintenant, c'est intéressant parce que après, sur un autre aspect, ça va plus loin. Ça, c'est un premier degré de lecture, et je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que ça serait... Mais en tout cas, dans mon expérience, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment pris la notion de prendre une conscience qu'on appelle Maya en sanskrit, c'est le prisme. C'est qu'est-ce qui fait, par exemple, d'une lumière d'un soleil à travers un prisme qui est des gouttes d'eau, va donner 7 rayons de soleil. 7 rayons de couleur, cette couleur de l'arc-en-ciel. Cette couleur de l'arc-en-ciel. Et pourtant, chacun de ces couleurs font partie d'une couleur originelle qui est la lumière. Mais il y a eu un prisme. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je peux percevoir une différence? C'est parce que j'ai un prisme. Mais une fois que ce prisme s'arrête, je reviens à la conscience universelle. Mais ce n'est pas la question de Laurent. Parce que Laurent fait intervenir. Est-ce qu'il y a après encore une individualité? Ou pas? C'est là. Et là, il y a une possibilité de réponse. C'est-à-dire que si maintenant vous prenez 3 aspects, et c'est ce que l'enseignement védique nous donne, il y a la conscience humaine, qui elle est unique, dans le sens où, comme la vague, si elle est venue à un moment donné elle est venue, elle ne va pas revenir au même endroit, la vague. Vous percevez ce que je veux dire? La vague s'arrête. Donc c'est-à-dire que d'un certain côté, la conscience humaine qu'est Stéphane, elle va vivre une seule fois. L'expérience, en tant qu'incarnée, elle va vivre une seule fois cette fois. Mais je savais pas que c'était Luc. Quel prénom? Luc. Bonjour. Micro. Le micro. Ouais, c'est parfait. Prenez, simplement fermez les yeux. Prenez une grande et profonde respiration. Déjà prendre le temps d'intégrer toute la belle conférence de ce matin, toute la belle connaissance, partage. Et s'apprêter peut-être à un autre moment, un autre partage, une autre connaissance. On garde un beau sourire sur le visage. Il faut 5 muscles pour sourire, plus de 70 muscles pour faire un visage triste. Donc soyons économes. Un beau sourire sur le visage. Vous m'entendez pas bien? Et là, vous m'entendez? 1, 2. Devenez conscient de l'acte le plus important de votre vie juste à cet instant. Juste devenir conscient de cet acte. Inspirez. Expirez. Inspire par le nez et expire par le nez. Et expirez. Juste revenir à cet acte, qui est l'inspire et l'expire. Et observez que pendant la transition entre l'inspire et l'expire, il y a une phase de transition. Et entre l'expire et l'inspire, il y a une autre phase de transition. Inspirez, sentez l'inspire qui monte. Un temps de transition et expirez. Combien de fois par jour vous faites cet acte d'inspirer et d'expirer? Toute votre conscience sur cet acte.
Inspire et expire. Et observez comment ça se passe à l'intérieur. Où est-ce que je respire réellement? Qu'est-ce qui respire en moi? Vous pouvez mettre les deux mains sur le ventre. Vous pouvez mettre vos deux mains sur le ventre. Et avec votre inspire et votre expire, observez si vous sentez que au niveau du ventre, de l'abdomen, vous sentez que ça prend du volume. C'est bien développé, moyennement développé, pas développé ou peu développé. Observez. Où est-ce que vous sentez que toute votre respiration est en hauteur? Inspirez. Maintenant, vous allez porter toute votre attention sur le ventre. Inspirez et gonflez le ventre. Sentez bien ces deux mains partir vers l'extérieur. Inspirez. Gonflez le ventre. Laissez au repos la poitrine et toute la partie claviculaire. Vraiment revenir dans ce ventre. Inspirez. Gonflez bien le ventre. Gonflez, 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 gonflez. Et expirez, dégonflez au maximum. Inspirez, gonflez bien le ventre. Gonflez, gonflez le ventre. Gonflez. Pas la poitrine, ni les clavicules. Juste le ventre. Voyez si c'est possible pour vous. Que de travailler le ventre. Et relâchez. Inspirez, gonflez le ventre. Et expirez. Observez qu'est-ce qui se passe en même temps au niveau de votre esprit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'apaise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend plus de profondeur en même temps? Inspirez, gonflez bien. Gonflez ce ventre. Et expirez. Maintenant, vous allez glisser vos deux mains pour sentir toute la cage thoracique. Les côtes flottantes, vous mettez les deux mains sur les côtes flottantes. Voilà, bien à plat. Et vous allez inspirer normalement, naturellement, pour voir qu'est-ce que vous ressentez. Les deux mains de chaque côté en dessous des pectoraux ou poitrine, pour bien sentir la cage thoracique. Inspirez normalement, comme vous auriez l'habitude de faire. Et voyez si vous sentez cette cage thoracique prendre du volume comme un accordéon, sur les côtés et pas en avant. Chaque partie respiratoire sont liées avec les parties des poumons. La partie abdominale est liée avec la partie basse des poumons. La partie thoracique travaille le médium, le milieu des poumons. Inspirez maintenant avec toute votre attention sur la cage thoracique. Pour inspirer, gonflez bien et sentez cette cage prendre du volume comme un accordéon. Pas comme un soufflet qui part vers l'avant. Un accordéon qui part sur les côtés. Inspirez. Et sentez cette respiration thoracique qui a envie de prendre du volume. Expirez. Si vous sentez que ça part vers le devant, ça veut dire que la partie thoracique ne travaille pas. Et si vous sentez effectivement que ça part sur les côtés, ça veut dire que là, votre respiration thoracique est en train de travailler. Et en plus, elle est en train d'influencer la partie médium des poumons pour réoxygéner de façon plus prédominante les alvéoles à l'intérieur. Très bien. Et maintenant, vous allez monter les deux mains pour sentir bien sous les clavicules, sentir la troisième partie respiratoire, la partie subclaviculaire qui travaille toute la partie haute des poumons. Il y a trois différents lobes, niveau de lobes. Et là, vous allez mettre vos mains et avec une respiration comme vous avez l'habitude de faire, observez si cette respiration subclaviculaire, vous la sentez développée, vous sentez un mouvement ou pas. Si vous sentez que c'est développé, peu développé, moyennement développé, pas du tout développé. Juste une légère observation, devenir de plus en plus conscient de cet acte que vous faites à chaque instant, des milliers de fois par jour. Dans votre vie, c'est des millions de fois. Mais mettre de la conscience sur cet acte. Et là, maintenant, vous allez porter votre attention exclusivement sur cette partie haute des poumons, partie haute respiratoire, la partie claviculaire. Et vous allez amener l'air pour gonfler la partie haute. Et voyez si c'est facile, ou si c'est difficile, ou si c'est pas facilement accessible.
Observez. Une légère respiration. Comment vous la sentez? Est-ce que vous la sentez très bien développée, cette partie? Peu développée? Moyennement développée? Pas du tout développée? Très bien, vous allez garder par exemple la main gauche au niveau des clavicules, et la main droite, vous allez la glisser, le petit doigt va venir au nombril, et le pouce au niveau du plexus solaire, sternum. Et donc là, on va prendre en considération nos 3 parties qu'on vient de travailler, mais on va amener une respiration qu'on appelle la respiration yogique, la respiration complète. Donc on va redéployer notre respiration. Quand je vais inspirer, je vais d'abord gonfler le ventre, ça va remonter, le thorax va prendre du volume comme un accordéon, pas comme un soufflet, mais comme un accordéon, jusqu'à remonter dans la partie haute des poumons avec la respiration claviculaire. Et là, vous pouvez réoxygéner beaucoup plus votre système. Inspirez, gonflez le ventre. Remontez le thorax, ça souffle comme un accordéon, pas comme un soufflet. Et remontez jusqu'aux clavicules. Et quand vous expirez, ne vous préoccupez pas du schéma pour expirer, simplement vous réexpirez par le nez. Inspire, expire toujours par le nez. Et on continue. Inspire par le ventre, thorax, clavicule. Et on expire avec un beau sourire. Peut-être qu'on peut bâiller, on commence à bâiller parce que le système parasympathique est en train d'être activé. Donc il y a un système qui se relâche. Inspirez. Et à la fois, vous travaillez sur préparer le système sympathique à accueillir de l'information, accueillir un partage. Voilà, continuez, sentez tout le travail. Et quand vous sentez que c'est bien établi, vous pouvez poser les 2 mains sur les cuisses et continuer, ressentir. Prenez le temps de inspirer par le ventre, thorax, clavicule, avec un beau sourire sur le visage, 5 muscles pour un visage, un sourire, 70 pour un visage triste. Voilà. Redéployez votre respiration. Lente et profonde respiration. Et là, sentez quelque chose qui s'ancre. La présence. Sentez une présence qui s'installe. Votre présence. Parce que vous mettez en conscience votre souffle. Vous reliez en conscience avec votre souffle. 2, 3 respirations. Et relâchez. Et avec un beau sourire, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Comment vous sentez? Bien? Détendu? Comment c'était votre respiration au niveau abdominal? Vous l'avez senti très bien développé? Moyennement développé ou pas du tout? Bien? Au niveau de l'aspect thoracique, comment vous l'avez senti? Moins? Un peu moins bien? Bien? Et au niveau claviculaire, qui a dit? On respire. Ces 3 parties sont importantes. Pas une seule, pas que le ventral, pas que le thoracique. Et la plupart du temps, les gens font une erreur au niveau du thorax. La respiration part vers l'extérieur. Alors, c'est important de bien sentir. Vous avez senti la différence quand je vous ai dit comme un accordéon? Tout d'un coup, vous avez senti qu'à l'intérieur, il y avait une expansion qui se prenait. Ça n'a rien à voir. Et là, vous pouvez réaugmenter 30%, 40%, 50% que vous oxygénez votre système. D'accord? On va terminer par un dernier exercice, parce que si je vous laissais comme ça, c'est beaucoup plus méditatif, vous pourriez vous endormir. Puis Laurent, il a besoin d'une audience quand même dynamique. Donc je vais vous apprendre une autre technique de respiration pour apprendre plus d'énergie qu'un café. Ça vous dit ça? Ça vous dit? Super. Vous allez devoir m'écouter avec ma voix parce que je dois boire. Sinon ça fait calme.
Hop là. Je vais parler le plus fort possible, vous m'entendez? Hein? Donc c'est une technique vraiment pour dynamiser, qui est très très bon, on l'appelle la technique du soufflet. À chaque fois que vous sentez une baisse d'énergie, à chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'augmenter plus votre concentration, votre attention, cette respiration, elle sera très très bonne. Et toujours faire quelques respirations yogiques avant. Prendre plus d'oxygène, ça c'est déjà bien, si on parle que d'oxygène. Mais il y a d'autres techniques de respiration qui vous permettent de prendre du prana, l'énergie de vie. Mais ça déjà, si vous travaillez la respiration yogique régulièrement sur votre lit allongé, vous allez redéployer, vous allez grappiller les pourcentages. De 30%, peut-être 35% d'oxygène, un peu plus, 40%. Alors, cette technique, elle est sympathique. S'il y a des personnes qui ont de l'hypertension, ne la faites pas. Non. Si c'est vraiment une hypertension grave, vous voyez. Si c'est un petit peu d'hypertension, c'est OK. Les personnes qui sont en hypotension, c'est OK. Donc voilà. Donc vous mettez la position des bras, vous voyez. Les triceps, elles sont le long des côtes flottantes, vous voyez. Là, vous sentez. Et là, les mains, si je les ouvre, vous les voyez. Donc paume des mains tournées. Maintenant, mon pouce, il doit être capable d'être à distance de mes épaules. Là, je suis trop loin. Là, je suis trop court. D'accord? Donc là, je suis juste à la bonne. Et mes mains sont tournées vers l'extérieur. Donc, on va dynamiser le système. C'est-à-dire que c'est pour éliminer le maximum de toxines. Très, très puissante, mais très dynamisante. Donc, je vous la fais voir. Ensuite, je vous donne quelques conseils et on la pratique ensemble. Et on relâche. Personne n'est parti, ça ne vous a pas fait fuir. Alors, le meilleur ami de cette technique de respiration, c'est le mouchoir. J'en ai pas là avec moi. Si, j'en ai un. Voilà, j'en ai un. Ça, c'est le mouchoir, c'est très très bon, ça, c'est le meilleur ami de cette technique. On va en faire pas beaucoup aujourd'hui, parce que c'est la première fois pour vous, donc on va faire 3 séries de 10. Simplement pour le sentir. Donc, quelques instructions. Déjà, reprenez la position. Les coudes sont vraiment bien, vous voyez. Vous devez sentir l'impact. C'est comme quand vous inspirez, vous dynamisez tout votre système, et là, il va y avoir une action qui se passe. C'est-à-dire qu'il va y avoir une légère compression au niveau des poumons pour faire sortir le maximum de toxines. D'accord? C'est parti. Donc, on prend la position. Les pieds bien à plat, genoux parallèles. Donc, pour l'instant, on inspire. Inspire, expire que par le nez. Et on expire, on ramène. Donc c'est une respiration dynamique, mais pas forcée. Vous sentez la différence? Elle est dynamique. Là, je vais forcer. Non, surtout pas, parce que vous allez vous aggraver le système. C'est dynamique, simplement. D'accord? C'est parti. Donc on le fait 2 fois, simplement pour l'instant. Inspire. Expire. Je vais dire haut quand on monte les bras et bas quand on les redescend. Haut. On ouvre. Bas. Voilà. Et là, vous sentez bien. Haut, bas. Vous sentez le mouvement? Vous sentez l'impact? Très bien. Maintenant, on va le faire 10 fois. On pose. 10 fois, on pose 10 fois. Et ce sera la fin de l'exercice. On prendra un temps. Allez, c'est parti. Un beau sourire parce que ça marche qu'avec le sourire. Inspiration, transition. Et on relâche. Et ensemble. Haut, bas, haut, bas. Gardez les yeux fermés. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Continuez. Inspire, expire que par le nez. Et on relâche. Là maintenant, on laisse simplement le système intégrer, assimiler ce qui vient de se produire. Observez ce qui se passe. Comment je me sens? Est-ce que mon système se redynamise? Deuxième série, on reprend la position. Inspiration, transition, ventre, thorax, clavicule, on voit bien. On relâche. Et ensemble, haut,
bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et on continue. Et on relâche. On observe les sensations dans le corps. Comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Après avoir travaillé sur le parasympathique avec l'exercice de la respiration yogique, là maintenant, on travaille beaucoup plus sur le sympathique, l'activité. Dynamiser le système. Et la dernière série, inspire de transition. On relâche avec un beau sourire. Et ensemble. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Continuez. Inspire, inspire que par le nez. Et une dernière. Et là, je relâche, je m'assois bien confortablement sur mon siège. Et je prends le temps d'assimiler pour 2 petites minutes en silence, le temps d'intégrer. Et prenez une grande et profonde respiration. Et relâchez. Devenez conscient de votre corps physique. Vous pouvez commencer à bouger un peu le corps physique. Vous étirez. Étirez. Oh. Et avec un beau sourire, ouvrez les yeux.